Un magnat rentre épuisé dans son hôtel particulier et ce qu'il découvre dans le salon le paralyse. Sa fille, qui n'avait pas souri depuis 2 ans, dansait avec le fils de la femme de ménage. Ce qu'il allait découvrir ensuite le détruirait complètement. Roland Dubois poussa la porte principale de son manoir avec le poids d'un homme qui portait le monde entier sur ses épaules. La journée avait été interminable dans les bureaux du groupe hôtelier Les Cimes Dorées et la seule chose qu'il voulait, c'était regagner sa chambre, enlever ses chaussures et disparaître du monde pendant quelques heures. Mais à peine eut-il fait 3 pas à l'intérieur de sa propre maison que ses jambes cessèrent de lui répondre. Du salon principal parvenait un son qui paralysa tout son corps, comme si on lui avait cloué les pieds au sol de marbre. C'était un rire d'enfant, cristallin, libre. Un rire que Roland Dubois n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié sa mélodie. C'était le rire de sa fille, Isabelle. Il s'approcha lentement, retenant son souffle, comme s'il craignait que le moindre bruit ne brise cet instant impossible. Et quand il se pencha finalement dans le salon, ce qu'il vit le laissa sans voix, sans air, incapable de traiter ce que ses propres yeux lui montraient. Au milieu du salon le plus élégant du manoir, assise sur le sol avec une vieille guitare posée sur ses genoux, se trouvait Valentine Leclerc, la femme de ménage que sa mère avait embauchée quelques semaines auparavant. Ses doigts couraient sur les cordes avec une maîtrise qui ne correspondait pas à une femme gagnant sa vie en nettoyant des sols. La mélodie qui s'échappait de cette guitare était douce, enveloppante, comme une caresse invisible qui remplissait chaque recoin de la pièce. Ce qui brisa son cœur fut de voir Isabelle, sa petite Isabelle, danser. Sa fille, cet enfant qui n'avait prononcé que des monosyllabes depuis la mort de sa mère, tenait les mains d'un enfant que Roland n'avait jamais vu. Tous deux tournaient maladroitement, comme seuls les enfants savent le faire, avec cette grâce imparfaite plus belle que toute chorégraphie professionnelle. Isabelle riait à gorge déployée, les yeux brillants, tout son corps vibrant d'une joie qui semblait avoir été enfermée pendant des siècles, attendant le moment exact pour exploser. Roland dut se retenir au cadre de la porte car ses jambes tremblaient. Sa vue se brouilla, et il sentit quelque chose de chaud couler sur ses joues. Il pleurait. Un homme qui dirigeait un empire hôtelier, négociant des transactions de plusieurs millions sans sourciller. Il pleurait en silence à l'entrée de son propre salon parce que sa fille faisait quelque chose d'aussi simple que rire. « Qui es-tu » voulait-il demander à l'enfant qui dansait avec Isabelle. « Que se passe-t-il ici » voulait-il exiger de la femme de ménage qui jouait de la guitare comme une artiste de conservatoire. Mais les mots ne venaient pas. Il resta là, immobile, observant une scène qui semblait sortie d'un autre univers, d'une réalité où sa fille n'était pas brisée par la douleur. L'enfant qui dansait avec Isabelle devait avoir à peine un peu plus son âge. Il se déplaçait avec cette énergie débordante de l'enfance, guidant Isabelle avec une tendresse surprenante, la faisant tourner avec soin, comme s'il savait instinctivement qu'elle était fragile et avait besoin d'être traitée avec délicatesse. « Encore, encore !» s'exclama Isabelle d'une voix que Roland ne reconnut presque pas, car cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas entendue parler avec enthousiasme. Valentine sourit et commença à jouer une nouvelle mélodie, un peu plus rapide cette fois, et les 2 enfants éclatèrent de rire en essayant de suivre le rythme avec leurs petits pieds. C'est alors que l'enfant remarqua la présence de Roland à la porte. Il s'arrêta immédiatement, et son expression passa de la joie à la peur en une fraction de seconde. Il lâcha les mains d'Isabelle et recula de plusieurs pas, baissant le regard vers le sol comme s'il avait fait quelque chose de terrible. « Maman » murmura l'enfant d'une voix tremblante, tirant la manche de Valentine. Valentine leva les yeux et ses prunelles rencontrèrent celles de Roland. La guitare cessa de sonner brusquement, comme si quelqu'un avait coupé l'électricité d'un coup. Sur le visage de Valentine, une expression de terreur absolue se dessina, du genre qui n'apparaît que lorsque l'on sait que tout ce que l'on a construit est sur le point de s'effondrer. « Monsieur Dubois » dit Valentine en se levant si vite que la guitare faillit lui échapper. « Je peux vous expliquer. Je sais que je n'aurais pas dû amener mon fils. C'est que la personne qui le garde a eu une urgence et je n'avais personne d'autre. Et je vous jure que cela ne se reproduira plus. »« Qui est cet enfant ?» interrompit Roland. Mais sa voix ne sonna pas comme il l'espérait. Elle ne sonna pas comme la voix d'un patron agacé. Elle sonna comme la voix d'un homme qui venait de voir un miracle et avait besoin que quelqu'un lui confirme qu'il n'avait pas rêvé. « C'est mon fils, monsieur. Il s'appelle Thomas. Je vous demande 1000 excuses. Cela n'arrivera plus jamais. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ce travail est la seule chose qui... » Isabelle riait. La phrase sortit de la bouche de Roland comme un murmure sacré. Et Valentine resta silencieuse, ne sachant comment interpréter ces 3 mots. « Ma fille riait », répéta Roland. Et cette fois sa voix se brisa d'une manière qui fit même lever les yeux du petit Thomas,
pour observer cet homme grand qui pleurait sans honte à la porte de son propre salon. « Papa !» dit Isabelle en s'approchant de Roland avec cette naturelle que seuls les enfants possèdent, tirant sa main pour l'entraîner vers le centre du salon. « Thomas est mon ami, et Valentine joue très bien de la guitare. Veux-tu danser avec nous ?» Roland s'agenouilla devant sa fille, la prenant par les épaules de ses mains tremblantes. Il la regarda dans les yeux, et y vit quelque chose qu'il avait cessé de chercher. La vie. Il y avait de la vie dans ces yeux qui si longtemps avaient été vides, éteints, comme les fenêtres d'une maison abandonnée. Et cette vie était revenue non par des thérapeutes coûteux, non par des jouets importés, non par des voyages dans des parcs d'attractions internationaux. Elle était revenue grâce à une vieille guitare, une femme de ménage et un enfant qui lui avait appris à danser. « Depuis quand? Depuis combien de temps font-ils cela ?» demanda Roland en s'adressant à Valentine, tout en essuyant ses larmes du revers de la main. Valentine déglutit, visiblement terrifiée que sa réponse puisse lui coûter son emploi. « Ce n'était pas prévu, monsieur. La première fois que j'ai amené Thomas parce que je n'avais personne pour le garder, Isabelle était assise seule dans les escaliers. Mon fils s'est approché et lui a proposé de jouer. Elle n'a pas répondu, mais il a insisté. Et quand j'ai commencé à jouer de la guitare en nettoyant, Isabelle s'est simplement levée et a commencé à bouger au rythme de la musique. Et personne ne m'a rien dit. » Le silence de Valentine fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Avant que Roland ne puisse traiter toutes les informations, une voix perçante coupa l'air depuis le couloir comme un couteau déchirant la soie. Mais qu'est-ce que ce scandale? Madame Geneviève Dubois apparut à l'entrée du salon avec cette posture droite et ce regard implacable qu'elle avait perfectionné pendant des décennies à diriger cette maison comme si c'était son propre royaume. Ses yeux parcoururent la scène avec la rapidité de l'éclair. L'employé avec une guitare, un enfant inconnu dans son salon, sa petite fille tenant la main de cet enfant et son fils, agenouillés sur le sol, les larmes aux yeux. « Roland, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un enfant étrange dans ma maison, jouant avec Isabelle ?» demanda Madame Geneviève, avec un calme plus menaçant que n'importe quel cri. « Grand-mère, c'est mon ami », dit Isabelle avec une fermeté qui surprit tout le monde dans le salon, y compris Roland. Madame Geneviève regarda sa petite fille comme si l'enfant avait prononcé un mot interdit. Puis elle dirigea son regard vers Valentine, et ce qui se reflétait dans ses yeux fit que Thomas se cacha instinctivement derrière sa mère. « Madame Leclerc », dit Madame Geneviève de ce ton qu'elle utilisait pour rappeler à chaque personne de cette maison quelle était sa place exacte dans la hiérarchie. « Vous avez été engagée pour nettoyer, pas pour organiser des fêtes d'enfants dans le salon principal, et encore moins pour amener vos enfants dans une maison qui ne leur appartient pas. »« Mère !» intervint Roland en se levant lentement. Isabelle riait. « Comprenez-vous ce que cela signifie ? Je comprends que ma petite fille a besoin d'une compagnie appropriée, pas de celle des... » Madame Geneviève s'arrêta avant de terminer la phrase. Mais le mal était déjà fait. Tout le monde dans le salon comprit parfaitement ce qu'elle allait dire. Le petit Thomas, derrière le dos de sa mère, leva les yeux et dit quelque chose qui laissa toute la pièce dans un silence sépulcral. « Madame, je voulais juste jouer avec Isa, parce qu'elle est toujours très triste. Ma maman dit que quand quelqu'un est triste, on lui donne la main et on ne la lâche pas tant qu'elle ne sourit pas de nouveau. » Madame Geneviève ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait laissé sans argument, et ce quelqu'un était un enfant qui lui arrivait à peine à la taille. « Cette conversation n'est pas terminée, » dit finalement Madame Geneviève, en s'adressant spécifiquement à Valentine, avec un regard qui était une sentence silencieuse. « Demain, à la première heure, nous parlerons des conditions de votre emploi dans cette maison. Michaelis, Alcrofe. » Et puis elle se retira, laissant derrière elle un silence pesant que personne n'osait briser. Roland regarda Valentine, qui avait les yeux rougis, et étreignait son fils contre sa poitrine, comme si elle craignait que quelqu'un ne le lui arrache. Puis il regarda Isabelle, qui avait de nouveau pris la main de Thomas avec cette détermination silencieuse des enfants qui trouvent quelque chose de précieux et refusent de le lâcher. « Valentine, » dit Roland d'une voix qui tentait de transmettre un calme qu'il ne ressentait pas. « Ne vous inquiétez pas de ce que ma mère a dit. Personne ne vous renverra. Mais monsieur, personne, » répéta Roland avec fermeté. « Ce que vous et votre fils avez fait pour ma fille cette nuit, aucun salaire au monde ne peut payer cela. » Valentine hocha la tête en silence, mais Roland put voir dans ses yeux qu'elle ne le croyait pas tout à fait, et il ne pouvait pas la blâmer, car il savait lui-même que sa mère n'allait pas en rester là. Madame Geneviève Dubois ne laissait jamais les choses en l'état. Cette nuit-là, après que Valentine se fut retirée avec Thomas, Roland fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps.
Il s'assit près du lit d'Isabelle pour la bordeure, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, sa fille le regarda avec un sourire avant de fermer les yeux. « Papa » murmura Isabelle déjà à moitié endormie. « Thomas peut-il venir demain aussi ?» Roland sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. « Nous verrons, mon amour. Il m'a dit que son papa est aussi au ciel comme maman, » murmura Isabelle, et avec cette phrase dévastatrice, elle s'endormit profondément. Roland resta immobile près du lit de sa fille pendant plusieurs minutes, traitant ces mots. Thomas avait aussi perdu son père. 2 enfants brisés par la même blessure s'étaient rencontrés dans le salon d'un manoir et sans thérapeute, sans diagnostic, sans médicaments. Ils s'étaient guéris mutuellement avec quelque chose d'aussi primitif et puissant que de se tenir la main et de danser. Mais tandis que Roland traitait cette découverte, dans un autre coin du manoir, Madame Geneviève levait son téléphone et composait un numéro qu'elle avait gardé pour des occasions spéciales. « Lucille, » dit-elle d'une voix glaciale, « j'ai besoin que tu viennes demain matin. Nous avons un problème à résoudre avant qu'il ne dégénère. » De l'autre côté de la ligne, Lucille Bernard sourit d'une manière que personne ne voudrait voir dans l'obscurité. « Comptez sur moi, Madame Geneviève, je suis là pour ça. » Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que cet appel allait déclencher une chaîne d'événements qui ferait trembler les fondations de ce manoir et exposerait des secrets enfouis depuis des années sous des couches d'apparence, de mensonges et d'un silence complice qui était sur le point de se briser de la manière la plus dévastatrice possible. Le lendemain matin, Roland se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'angoisse, pas de l'inquiétude, c'était de la curiosité. Une curiosité profonde qui le rongeait de l'intérieur, comme une flamme que quelqu'un avait allumée la nuit précédente et qui refusait de s'éteindre. Qui était réellement Valentine Leclerc? Cette question l'accompagna tandis qu'il s'habillait, qu'il descendait les escaliers, qu'il prenait son café dans la salle à manger principale du manoir. Une femme qui nettoyait les sols ne jouait pas de la guitare de cette manière. Les doigts de Valentine s'étaient déplacés sur les cordes avec la fluidité de quelqu'un qui avait consacré des années, peut-être des décennies, à maîtriser cet instrument. Il y avait quelque chose dans son histoire qui ne correspondait pas, une pièce manquante du puzzle. Et Roland Dubois était un homme qui ne pouvait pas vivre avec des puzzles incomplets. Mais avant qu'il ne puisse organiser ses pensées, Lucille Bernard était déjà assise dans la salle à manger avec une tasse de thé entre les mains et un sourire qui semblait avoir été répété devant le miroir. « Bonjour Roland », dit Lucille avec cette familiarité qu'elle s'était octroyée depuis que Madame Geneviève l'avait nommée gérante de la maison. « Votre mère m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Cela a dû être très gênant pour vous de vous retrouver dans cette situation. » Roland la regarda par-dessus sa tasse de café. « Gênant ?» Ma fille a ri pour la première fois depuis des années. « Lucille, ce n'était pas gênant. Ce fut la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. »« Bien sûr, répondit Lucille rapidement, ajustant son ton comme on change de chaîne. « Ce que je veux dire, c'est que je comprends l'émotion du moment. Mais votre mère a raison de s'inquiéter. Nous ne savons rien de cette femme ni de son fils, et permettre à un enfant inconnu d'avoir un accès libre à Isabelle dans son état émotionnel si délicat. « Thomas n'est pas un danger pour ma fille, » interrompit Roland avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Personne ne dit qu'il l'est, » répondit Lucille en adoucissant sa voix comme un serpent qui caresse avant de mordre. « Je dis simplement qu'il serait prudent d'enquêter un peu, de savoir qui est cette femme avant de lui ouvrir les portes de votre maison et de votre famille. » Roland garda le silence, et bien qu'il lui en coûtât de l'admettre, une partie de lui reconnaissait que Lucille n'avait pas tort, non par méfiance envers Valentine, mais parce qu'il avait besoin de comprendre comment une femme avec un tel talent musical avait fini par nettoyer les manoirs des autres. Ce même matin, Roland prit une décision. Au lieu de se rendre directement au bureau des Cimes Dorées, il demanda à son assistant personnel, un homme discret et efficace nommé Gaspard Moreau, d'enquêter sur les antécédents de Valentine Leclerc. Il ne voulait pas une enquête intrusive ou policière, il voulait simplement comprendre son histoire. Pendant ce temps, dans la cuisine de service, Valentine préparait les produits de nettoyage les mains tremblantes. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Les paroles de Madame Geneviève tournaient dans sa tête comme une tornade menaçant de détruire le peu qu'elle avait réussi à construire. Ce travail était son seul gagne-pain, la seule barrière entre elle et la rue, entre Thomas et la faim. « Maman, tu vas bien ?» demanda Thomas, assis dans un coin de la cuisine avec un vieux cahier où il dessinait, attendant que sa mère termine ses premières tâches avant de le déposer à l'école communautaire du quartier. « Je vais bien, mon amour, » mentit Valentine avec cette capacité que développent les mères à déguiser la peur avec des sourires. « Je suis juste un peu fatiguée. La dame d'hier est en colère parce que j'ai joué avec Isa ?»
demanda Thomas sans lever les yeux de son dessin, avec cette perception brutale qu'ont les enfants qui ont appris à lire l'ambiance pour survivre. Valentine s'agenouilla près de son fils et lui caressa la tête. « Ne t'inquiète pas pour ça, Thomas. Tu n'as rien fait de mal. Jouer avec quelqu'un qui est triste est l'une des meilleures choses qu'une personne puisse faire. »« Mon papa me disait ça, » répondit Thomas avec naturel, comme on parle du temps. Il disait que la musique et l'amitié guérissent tout. Valentine dut se retenir pour que son fils ne la vît pas pleurer. La mention de son mari ouvrait toujours une blessure qui ne se refermait jamais. Mais, avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et apparut quelqu'un que Valentine ne s'attendait pas à voir si tôt. Roland Dubois se tenait à la porte de la cuisine de service, un endroit où il n'avait probablement pas mis les pieds depuis des années. Sa présence y était si inhabituelle que même la cuisinière, Madame Cécile, laissa tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. « Valentine, pouvons-nous parler un instant ?» demanda Roland d'un ton qui se voulait désinvolte, mais qui trahissait une nervosité certaine. Valentine se leva immédiatement, lissant ses vêtements de ses mains dans un geste involontaire. « Bien sûr, monsieur Dubois, dans la bibliothèque, si cela ne vous dérange pas. Et vous pouvez amener Thomas si vous voulez. » Valentine et Thomas suivirent Roland dans les couloirs du manoir jusqu'à la bibliothèque, une pièce immense, remplie d'étagères qui montaient jusqu'au plafond et qui sentait le bois ancien et les pages oubliées. Thomas regardait tout avec des yeux énormes, comme s'il était entré dans un château de contes de fées. « Valentine, » commença Roland, s'asseyant en face d'elle avec une table en acajou entre eux. « J'ai une question à vous poser, et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement. » Valentine hocha la tête, serrant la main de Thomas sous la table. « Où avez-vous appris à jouer de la guitare de cette manière ?» De toutes les questions que Valentine avait imaginées, celle-là était la moins attendue et la plus redoutée. Son visage changea d'expression, comme si quelqu'un avait ouvert une porte qu'elle avait essayé de garder fermée à double tour pendant des années. « C'était une autre vie, monsieur Dubois, » répondit Valentine d'une voix basse. « Une vie qui n'existe plus. J'aimerais connaître cette vie, » insista Roland avec douceur. « Pas en tant que votre employeur, mais en tant que père d'une enfant qui a souri hier soir grâce à vous. » Valentine garda le silence pendant un long moment. Thomas la regardait avec ses yeux qui connaissaient des parties de l'histoire, mais pas toutes. Finalement, Valentine inspira profondément et commença à parler. « J'ai étudié la musique dès mon plus jeune âge. Mon père était charpentier, mais il aimait la guitare plus que toute autre chose au monde. Il m'a appris mes premiers accords avant que je ne sache lire. Quand j'ai grandi, j'ai obtenu une bourse pour étudier au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. J'ai été la première personne de ma famille à entrer à l'université. » Roland écoutait sans interrompre, fasciné par chaque mot. « Pendant mes années au conservatoire, on m'a dit que j'avais quelque chose de spécial. Pas seulement la technique, mais quelque chose qui ne s'apprend pas. On m'a sélectionné pour représenter le pays au Festival international de musique classique de Lyon. C'était ma chance de changer ma vie, la vie de ma famille, de montrer qu'une fille de charpentier pouvait aller aussi loin que son talent le permettait. »« Et que s'est-il passé ?» demanda Roland, car la douleur dans les yeux de Valentine indiquait clairement que l'histoire n'avait pas eu une fin heureuse. « J'ai rencontré Sébastien, » dit Valentine, et en prononçant ce nom, sa voix se transforma en quelque chose de plus doux, de plus vulnérable, comme si le nom lui-même était une ancienne mélodie. Il était luthier, il fabriquait des instruments artisanaux. Nous nous sommes rencontrés parce qu'il a construit la guitare avec laquelle j'allais jouer au festival. Nous sommes tombés amoureux avant même que la guitare ne soit terminée. Thomas leva les yeux. « Mon papa », murmura-t-il avec un sourire triste qu'aucun enfant ne devrait savoir dessiner. « Oui, mon amour, ton papa », confirma Valentine en caressant la tête de son fils. « Nous nous sommes mariés peu après le festival. Je continuais à jouer. Il continuait à fabriquer des guitares. Nous étions heureux. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions de la musique, et pour nous, c'était suffisant. « Et la guitare que vous jouiez hier soir ?» demanda Roland, en commençant à assembler les pièces. « Ce fut la dernière guitare que Sébastien a construite, » répondit Valentine, et sa voix se brisa finalement. Il l'a terminée quelques semaines avant l'accident. Ce jour-là, il est parti tôt à l'atelier, comme d'habitude. Je n'ai jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je le verrais vivant. Quand on m'a appelé pour me dire que le toit s'était effondré, j'ai eu l'impression que le monde se brisait en deux. Sébastien n'a pas réussi à sortir à temps, et avec lui, tout s'est effondré. Je n'ai pas pu rejouer pendant des mois. Chaque fois que je prenais la guitare, je sentais sa présence si forte que je ne pouvais plus respirer. J'ai quitté le conservatoire, j'ai quitté la musique, j'ai tout quitté. Il ne me restait que Thomas et la promesse que j'avais faite à Sébastien que notre fils n'aurait jamais faim. C'est pour ça que vous avez commencé à travailler dans le nettoyage, dit Roland.
Non comme une question, mais comme une compréhension qui lui frappait la poitrine. Personne n'engage une guitariste pour payer les factures d'un foyer, Monsieur Dubois, mais toutes les maisons ont besoin de quelqu'un pour les nettoyer. Alors j'ai rangé la guitare de Sébastien dans son étui et j'ai appris à utiliser un balai. Et chaque nuit, quand Thomas s'endormait, je sortais la guitare et je jouais en silence, juste pour sentir qu'il était toujours prêt. Roland dut détourner le regard car ses yeux s'étaient remplis de larmes qu'il ne voulait pas montrer. L'histoire de Valentine avait ouvert une blessure qu'il portait aussi, celle d'un homme qui avait perdu la femme qu'il aimait et ne savait pas comment continuer. Tous les jours après l'école, qu'il vienne ici, qu'il joue avec Isabelle, que vous jouiez de la guitare, qu'ils fassent ce qu'ils ont fait hier soir, tous les jours. Monsieur Dubois, votre mère. De ma mère, je m'en occupe. Roland lut le message de Gaspard Moreau 3 fois avant de décrocher le téléphone pour l'appeler. Ses doigts tremblaient tandis qu'il composait le numéro, et chaque seconde qui s'écoulait sans réponse semblait une éternité. Quand Gaspard décrocha enfin, sa voix avait ce ton grave qu'il n'utilisait que lorsque les nouvelles étaient sérieuses. Monsieur Dubois, ce que j'ai trouvé n'est pas quelque chose que je peux vous dire par téléphone. Pouvez-vous me recevoir au manoir? Venez tout de suite, répondit Roland, et il raccrocha, sentant un nœud se former dans son estomac. En attendant Gaspard, Roland descendit chercher Valentine pour accomplir quelque chose qui ne pouvait plus être repoussé. Madame Geneviève avait annoncé la veille qu'elle parlerait à Valentine à la première heure, et Roland devait arriver avant sa mère pour protéger l'employé de ce qu'elle pouvait bien tramer. Mais quand il arriva dans le hall principal, il était déjà trop tard. Madame Geneviève se tenait devant Valentine, qui gardait la tête basse tout en tenant un chiffon de nettoyage entre ses mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée au sol. À quelques mètres, Lucille Bernard observait la scène, appuyée contre le mur, les bras croisés, et une expression de satisfaction qu'elle tentait de dissimuler sans grand succès. « Je vais vous expliquer cela une seule fois, Madame Leclerc », disait Madame Geneviève de cette voix qui semblait faite de glace polie. « Cette maison a des règles qui existaient bien avant votre arrivée et qui continueront d'exister bien après votre départ. Les employés ne mélangent pas leur vie personnelle et leur travail. Les enfants des employés ne jouent pas avec les enfants des patrons. Et personne, absolument personne, ne joue d'instruments de musique dans le salon principal comme si c'était une guinguette. Madame Dubois, je vous assure que cela ne se reproduira pas. Je n'ai pas terminé, interrompit Madame Geneviève, en levant une main avec l'autorité de quelqu'un habitué à ce que le monde entier s'arrête quand elle parle. Ce que vous avez fait hier soir n'était pas simplement d'amener votre fils sans autorisation. Ce que vous avez fait, c'est profiter de la vulnérabilité de ma petite fille. Isabelle est une enfant fragile qui est sous traitement professionnel, et vous, sans aucune préparation ni droit, avez décidé de jouer à la thérapeute avec une guitare. Je n'ai jamais voulu. Ce que vous avez voulu ou non n'a pas d'importance. Les résultats sont ce qui compte. Et le résultat est que ma petite fille va maintenant créer une dépendance émotionnelle avec votre fils et avec vous. Ce qui va compliquer tout le travail que les vrais professionnels ont accompli. Roland serra les poings les langues de son corps. Chaque mot de sa mère le brûlait de l'intérieur, mais il savait qu'interrompre Madame Geneviève au milieu d'un de ses discours ne ferait qu'aggraver les choses. Il devait attendre le bon moment. Voici donc les nouvelles conditions, continua Madame Geneviève en sortant un papier plié de la poche de sa veste. Premièrement, votre fils ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison, en aucune circonstance. Deuxièmement, vous vous limiterez exclusivement à vos fonctions de nettoyage, sans interagir avec Isabelle, au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Troisièmement, cette guitare disparaîtra de cette propriété aujourd'hui même. Si vous acceptez ces conditions, vous pouvez conserver votre emploi. Si vous ne les acceptez pas, Lucille a préparé votre indemnité de licenciement. Lucille acquiesça depuis son coin, brandissant une enveloppe qui contenait effectivement des documents préparés à l'avance. Tout avait été calculé, orchestré comme une opération militaire conçue pour ne laisser aucune échappatoire. Valentine leva les yeux pour la première fois depuis le début de la conversation, et Roland put voir quelque chose dans ses yeux qui le brisa en deux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la soumission, c'était la douleur de quelqu'un à qui l'on demande de renoncer à la dernière chose qui lui reste de la personne qu'elle a aimée. Sa guitare, la guitare où vivait l'âme de Sébastien. « Madame Dubois », dit Valentine d'une voix qui tremblait, mais refusait de se briser complètement. « Je peux accepter de ne pas amener mon fils, je peux accepter de me limiter à mes fonctions, mais cette guitare est la seule chose qui me reste de mon mari. C'est la seule chose que mon fils a de son père. Je ne peux pas, mère, ça suffit. » La voix de Roland coupa la salle comme un éclair fendant un arbre centenaire. Tous se tournèrent vers lui. Madame Geneviève avec surprise, Lucille avec alarme
et Valentine avec un mélange de soulagement et de terreur que son intervention puisse tout empirer. « Roland, c'est une conversation sur la gestion de la maison, et comme je t'ai toujours dit, cette conversation est sur ma fille. » L'interrompit Roland, en marchant vers le centre du hall d'entrée, à pas ferme. « Isabelle est ma fille, pas un projet administratif. Et ce que Valentine et Thomas ont accompli en une seule après-midi est plus que ce qu'aucun professionnel n'a réussi en des années. Il n'y aura donc pas de nouvelles conditions, pas d'indemnité de licenciement, et cette guitare ne quittera pas cette maison. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir une forme physique. Madame Geneviève regarda son fils avec une expression que Roland connaissait trop bien. Celle d'une femme qui n'est pas habituée à perdre des batailles et qui n'a aucune intention de commencer maintenant. « Tu commets une erreur, mon fils, » dit Madame Geneviève d'une voix basse, presque un murmure. « Et quand les conséquences arriveront, j'espère que tu te souviendras de ce moment. » Madame Geneviève se retira avec Lucille sur ses talons, et le hall d'entrée resta silencieux. Valentine tremblait visiblement et Roland dut résister à l'envie de s'approcher et de la rassurer, conscient que tout geste de proximité pourrait être mal interprété par les yeux qui, sans aucun doute, observaient depuis chaque recoin de cette maison. « Merci, monsieur Dubois, » murmura Valentine. « Ne me remerciez pas. Ce que vous avez fait pour Isabelle, c'est moi qui devrais vous remercier à genoux. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, la sonnette du manoir retentit. C'était Gaspard Moreau, ponctuel comme toujours, avec une mallette sous le bras et une expression qui confirmait que ce qu'il apportait n'était pas anodin. Roland le reçut dans son bureau privé, fermant la porte à clé. Gaspard ouvrit la mallette et en sortit un dossier qu'il déposa sur le bureau avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule des explosifs. « Monsieur, j'ai effectué une recherche de base comme vous me l'avez demandé. Registre public, archives numériques, articles de presse. Ce que j'ai trouvé était inattendu. » Roland ouvrit le dossier. Les premières pages étaient des coupures numériques de journaux et de magazines culturels datant de plusieurs années. Dans tous ces documents, le nom de Valentine Leclerc apparaissait, associée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, mais pas comme une étudiante ordinaire. Valentine Leclerc était considérée comme l'une des guitaristes les plus talentueuses de sa génération, expliqua Gaspard, pendant que Roland lisait les yeux de plus en plus écarquillés. Elle a remporté 3 prix nationaux avant d'achever sa formation. Elle a été sélectionnée pour représenter le pays au Festival international de musique de Vienne. La presse l'appelait la voix des cordes. Elle était, selon tous les experts, une artiste destinée à changer l'histoire de la musique classique sur notre continent. « Et que s'est-il passé ?» demanda Roland, bien qu'il connaisse déjà une partie de la réponse grâce à la conversation du matin dans la bibliothèque. « C'est là que les choses se compliquent, monsieur, » dit Gaspard en passant à la section suivante du dossier. Le mari de Valentine, Sébastien Leclerc, était luthier, un artisan reconnu qui fabriquait des instruments pour musiciens professionnels. Mais ce que Valentine ne vous a probablement pas dit, c'est comment il est mort exactement. Roland arrêta de lire et regarda directement son assistant dans les yeux. Sébastien Leclerc travaillait à la fabrication d'instruments dans un atelier qui opérait à l'intérieur d'un bâtiment industriel. Ce bâtiment appartenait à un conglomérat d'entreprises qui a ignoré pendant des années les avertissements concernant des problèmes structurels et des conditions de sécurité. Un jour, une partie du toit de l'atelier s'est effondrée. Sébastien a été le seul travailleur qui n'a pas réussi à sortir à temps. « Mon Dieu !» murmura Roland. « Mais ce n'est pas tout, monsieur. » Valentine a tenté de poursuivre l'entreprise propriétaire du bâtiment. Elle a engagé un avocat, avec les quelques économies qu'elle possédait, mais l'entreprise avait une équipe juridique puissante qui a écrasé l'affaire avant qu'elle n'arrive au tribunal. Non seulement elle n'a reçu aucune indemnisation, mais les frais juridiques l'ont ruinée. Elle a perdu son appartement, ses économies, tout, et l'entreprise n'a jamais assumé sa responsabilité. Roland sentait que chaque révélation le frappait à la poitrine plus fort que la précédente. Mais ce que Gaspard dit ensuite fut ce qui fit que le sol disparut sous ses pieds. « Monsieur, j'ai enquêté sur l'entreprise propriétaire de cet immeuble industriel, le conglomérat qui a ignoré les avertissements de sécurité, qui a laissé mourir Sébastien Leclerc, et qui a ensuite détruit légalement sa veuve pour ne pas payer 1 centime d'indemnisation. » Gaspard fit une pause qui sembla durer une éternité. L'immeuble appartenait à Investissement Dubois, l'entreprise que votre père a fondée et que votre mère a gérée pendant les années où vous vous consacriez exclusivement au secteur hôtelier. Roland resta complètement immobile. Son cerveau tentait de traiter l'information, mais c'était comme si les mots de Gaspard étaient écrits dans une langue qu'il ne pouvait soudainement plus comprendre. « Vous êtes en train de me dire que ma famille, que l'entreprise de mon père est responsable de la mort du mari de Valentine ?»
Je suis en train de vous dire qu'Investissement Dubois était propriétaire de l'immeuble où est mort Sébastien Leclerc, et que l'équipe juridique qui a écrasé la plainte de Valentine a été engagée et dirigée par une seule Leclerc. Personne. Qui? Madame Geneviève Dubois, votre mère. Le monde cessa de tourner pour Roland à cet instant. Les murs de son bureau semblèrent se refermer sur lui, tandis que son esprit tentait désespérément de connecter les pièces d'un puzzle monstrueux. Sa mère avait embauché Valentine quelques semaines auparavant. Sa mère, qui voulait maintenant la renvoyer avec tant d'urgence. Sa mère, qui avait détruit la vie de cette femme auparavant, sans que personne ne le sache. « Valentine le sait ?» demanda Roland d'une voix à peine audible. « C'est elle qu'elle travaille dans la maison de la famille qui a détruit sa vie ? C'est ce que je n'ai pas pu déterminer, monsieur. Mais il y a autre chose. Encore ?» Gaspard sortit la dernière page du dossier. C'était une copie d'un dossier hospitalier. Votre épouse, Madame Caroline Dubois, avant de décéder, a été internée à la clinique L'Espoir de la Vallée. Au cours de ces dernières semaines, elle a reçu la visite régulière d'une bénévole qui lui tenait compagnie et lui jouait de la guitare pour soulager sa douleur. Cette bénévole signait le registre des visites de son nom complet. Roland prit la feuille de ses mains tremblantes et lut le nom écrit sur la ligne des visiteurs. Valentine Leclerc. La feuille lui échappa des doigts et tomba au sol, tandis que Roland s'effondrait sur sa chaise, incapable de supporter le poids d'une vérité qui venait de briser sa vie en deux moitiés irréconciliables, celle d'avant de savoir et celle d'après. La femme qui nettoyait sa maison avait consolé sa femme mourante. La femme dont la vie sa mère avait détruite avait passé les dernières semaines à jouer de la guitare près du lit de Caroline pour qu'elle ne meure pas seule. Et aucune des deux n'avait jamais su qui était l'autre. Roland ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les révélations de Gaspard se répétaient dans son esprit comme un film d'horreur qu'il ne pouvait éteindre. Sa mère avait détruit la vie de Valentine. Sa femme Caroline avait été consolée par Valentine dans ces derniers jours, et maintenant cette même femme nettoyait les sols du manoir Dubois, sans savoir qu'elle dormait sous le même toit que les personnes responsables de sa tragédie. Ou peut-être le savait-elle. Cette possibilité était celle qui le tourmentait le plus. Et si Valentine avait délibérément cherché ce travail? Et si tout faisait partie d'un plan? Et si la guitare, les jeux avec Isabelle, le lien avec Thomas étaient des pièces d'une vengeance soigneusement conçue? Mais alors Roland se souvenait des yeux de Valentine quand elle parlait de Sébastien dans la bibliothèque. Il se souvenait du tremblement de sa voix, de la façon dont son fils la regardait avec ce mélange d'admiration et d'inquiétude. Personne ne pouvait simuler un tel niveau de douleur, personne ne pouvait fabriquer une telle vérité. Le lendemain matin, Roland prit une décision qui le remplissait de peur, mais qu'il savait nécessaire. Il allait parler à Valentine et lui raconter tout ce qu'il avait découvert. Il ne pouvait plus la regarder dans les yeux en portant ce secret. Mais avant qu'il ne puisse la chercher, quelque chose se produisit qui changea complètement le cours de cette journée. Isabelle se réveilla en fredonnant. Roland était dans le couloir quand il entendit la mélodie sortir de la chambre de sa fille. Il s'arrêta, la main sur le cœur, paralysé pour la deuxième fois, en quelques jours par un son qu'il croyait impossible. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et vit Isabelle, assise sur son lit, remuant ses pieds nus, tout en fredonnant la même chanson que Valentine avait jouée à la guitare cette première nuit. « Papa », dit Isabelle en le remarquant à la porte. « Aujourd'hui, Thomas vient. » Roland s'agenouilla près du lit de sa fille et lui caressa les cheveux. « Oui, mon amour. Aujourd'hui, Thomas vient. Je veux qu'il m'apprenne à mieux danser. Il sait faire beaucoup de tours sans tomber. » Roland sourit, les yeux humides. Sa fille planifiait des activités, exprimait des désirs, se projetait dans l'avenir, des choses que les meilleurs spécialistes avaient tenté d'obtenir pendant des années sans résultat. Il décida qu'il avait besoin d'un avis professionnel avant de parler à Valentine. Il appela le docteur Émile Laurent, le pédopsychiatre qui traitait Isabelle depuis la perte de Caroline. Le docteur Laurent était un homme à la voix posée et au regard profond qui avait consacré sa vie à soigner les blessures invisibles des enfants. « Ce que vous me décrivez est extraordinaire, monsieur Dubois, » dit le docteur Laurent après avoir écouté tout ce qui s'était passé. Isabelle avait construit un mur émotionnel comme mécanisme de défense face à la perte de sa mère. Aucune technique thérapeutique conventionnelle n'avait réussi à le percer, car ce mur était fait du matériau le plus résistant qui existe, la douleur d'un enfant qui a perdu la personne qu'il aimait le plus. « And das faux, Plimanexis, and das faux, indecent. » Et comment est-il possible qu'un enfant et une guitare aient réussi ce que des années de thérapie n'ont pas pu faire? Parce que les enfants n'analysent pas la douleur, monsieur Dubois. Les enfants la ressentent simplement.
Et quand Isabelle a trouvé un autre enfant qui portait la même blessure, il s'est produit quelque chose qu'en psychologie nous appelons reconnaissance émotionnelle. Thomas n'a pas essayé de guérir Isabelle. Il lui a simplement montré qu'elle n'était pas seule, et cela a suffi pour qu'elle décide pour la première fois que cela valait la peine de ressentir à nouveau. Docteur, j'ai besoin que vous veniez au manoir. J'ai besoin que vous évaluiez Isabelle et que vous me disiez exactement ce que nous devons faire pour ne pas ruiner ses progrès. Je serai là cet après-midi, confirma le docteur Laurent. Mais tandis que Roland organisait la visite du thérapeute, dans un autre coin du manoir, quelque chose de beaucoup moins noble se préparait. Lucille Bernard avait passé toute la nuit à étudier la lettre qu'elle avait interceptée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Le contenu de cette lettre était une bombe qui pouvait détruire Valentine, ou l'élever, selon qui la ferait exploser et avec quelle intention. La lettre informait Valentine que le conservatoire avait lancé un programme spécial de réintégration pour les anciens élèves talentueux qui avaient abandonné leurs études en raison de circonstances extraordinaires. Le programme comprenait une bourse complète, l'accès à des professeurs internationaux et la possibilité de reprendre sa carrière musicale exactement là où elle l'avait laissée. Le conservatoire non seulement se souvenait de Valentine Leclerc, mais la cherchait activement car l'un de ses anciens professeurs avait lancé une campagne pour récupérer les talents perdus de sa génération. Lucille comprit immédiatement le pouvoir de cette information. Si Valentine recevait cette lettre, elle aurait une chance de reconstruire sa vie loin du manoir du bois. Elle partirait, emmènerait Thomas, et Isabelle perdrait le seul lien qui l'avait fait sourire à nouveau. Roland blâmerait Valentine de les avoir abandonnés, et tout redeviendrait comme avant. Mais Lucille ne voulait pas simplement que Valentine parte. Elle voulait qu'elle parte déshonorée, humiliée, marquée comme quelqu'un en qui on ne pourrait jamais faire confiance. Car Lucille avait vu comment Roland regardait Valentine, et elle reconnaissait ce regard. C'était le même regard qu'elle attendait depuis des années que Roland lui adresse. Alors Lucille conçut un plan qu'elle présenta à Madame Geneviève ce même matin pendant qu'elle prenait le thé dans le jardin arrière. La lettre, nous ne la lui donnerons pas, expliqua Lucille avec la précision de quelqu'un qui a étudié chaque détail. Mais nous allons l'utiliser. Nous allons faire en sorte que Valentine semble avoir utilisé sa position dans cette maison à des fins personnelles, qu'elle s'est rapprochée d'Isabelle intentionnellement pour gagner la confiance de Roland et obtenir des contacts qui lui permettraient de revenir dans le monde de la musique. Madame Geneviève écoutait avec bière. Attention. Et dans ses yeux brillait quelque chose que Lucille interpréta comme une approbation. Mais la vérité était que dans l'esprit de Madame Geneviève opéraient des calculs beaucoup plus complexes et sombres. Elle ne voulait pas seulement protéger sa maison d'une employée qui avait dépassé les limites. Elle avait besoin que Valentine disparaisse avant que quelqu'un ne découvre le lien entre Investissement Dubois et la mort de Sébastien Leclerc. Car si Roland découvrait cette vérité, non seulement il perdrait son fils pour toujours, mais tout l'empire familial s'effondrerait sous le poids d'un scandale qu'aucun avocat ne pourrait contenir. « Fais-le », dit Madame Geneviève avec la froideur de celle qui signe une sentence. « Mais que ce soit propre, je ne veux pas de scandale. » Cet après-midi-là, pendant que le docteur Laurent évaluait Isabelle dans la bibliothèque, Lucille exécuta la première phase de son plan. Elle attendit que Valentine nettoie l'aile ouest du manoir et entra silencieusement dans la petite pièce que l'employé utilisait pour ranger ses affaires pendant la journée de travail. Elle y trouva ce qu'elle cherchait, l'étui de la guitare de Sébastien. Lucille ouvrit l'étui avec précaution et y plaça un objet qui ferait s'écrouler tout le monde de Valentine. Un bracelet en diamant qui appartenait à Madame Geneviève, une pièce ancienne, familiale, inestimable, le genre d'objet dont la disparition provoquerait une enquête immédiate et dont la découverte dans les affaires d'une employée ne laisserait place à aucun doute. Elle referma l'étui, le laissa exactement comme elle l'avait trouvé, et sortit de la pièce avec la même discrétion qu'elle était entrée. Le bracelet serait signalé disparu cette même nuit. La recherche mènerait inévitablement aux affaires de Valentine, et quand ils ouvriraient cet étui devant Roland, il n'y aurait aucune explication possible pour sauver la guitariste. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, le docteur Laurent terminait son évaluation d'Isabelle avec des résultats qui laissèrent Roland sans voix. « Votre fille a fait un pas en avant émotionnel que je qualifierais d'extraordinaire », dit le docteur en revoyant ses notes avec une expression de véritable étonnement. Non seulement elle a retrouvé la capacité d'exprimer des émotions positives, mais elle développe de nouveaux liens affectifs, quelque chose qui semblait complètement impossible il y a quelques semaines. « Et que me recommandez-vous, docteur ?»« De ne changer absolument rien. Le lien d'Isabelle avec cet enfant et avec la musique de Valentine est thérapeutique à un niveau que la science commence à peine à comprendre.
Interrompre ce lien maintenant serait comme arracher une plante qui vient de germer après des années de sécheresse. Roland hocha la tête, et à ce moment, il décida que ni sa mère, ni Lucille, ni personne au monde n'allait séparer Isabelle des personnes qui avaient réussi à lui rendre la vie. Mais la vie a une manière cruelle de mettre à l'épreuve nos déterminations au moment exact où nous croyons être les plus forts. Cette nuit-là, après que Valentine eut terminé sa journée et se préparait à se retirer avec Thomas, la voix de Madame Geneviève résonna dans tout le rez-de-chaussée du manoir, comme une alarme qui glace le sang. « Mon bracelet! Le bracelet de ma mère a disparu !» En quelques minutes, tout le manoir se mit en branle. Madame Geneviève exigea que chaque pièce soit fouillée, chaque recoin, chaque possession. Lucille dirigeait la recherche avec une efficacité suspecte, orientant subtilement le personnel vers l'aile où Valentine rangeait ses affaires. Roland observait la scène avec un mauvais pressentiment qui lui tordait les entrailles. Quelque chose ne collait pas. Sa mère avait utilisé ce bracelet des centaines de fois et ne l'avait jamais perdu. Pourquoi justement maintenant? Mais avant qu'il ne puisse intervenir, l'une des employées qui participait à la recherche s'approcha de Lucille avec une expression embarrassée. « Mademoiselle Bernard, nous avons trouvé quelque chose dans la chambre de Madame Leclerc. » Le silence qui tomba sur le manoir fut sépulcral. Tous les regards se tournèrent vers Valentine, qui se tenait près de la porte principale, Thomas lui tenant la main, prête à rentrer chez elle. Son visage reflétait une confusion absolue, celle de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tout le monde la regarde soudain, comme si elle avait commis un crime impardonnable. Lucille se dirigea vers la chambre de Valentine et revint en tenant l'étui de guitare ouvert. À l'intérieur, brillant sous les lumières du hall comme une accusation silencieuse, se trouvait le bracelet en diamant de Madame Geneviève. « Non », murmura Valentine, secouant la tête en reculant d'un pas. « Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais... » « Les preuves parlent d'elles-mêmes », sentencia Madame Geneviève avec une froideur qui aurait pu geler le soleil. Roland regardait la scène, sentant son cerveau traiter 1000 possibilités par seconde. La guitare de Sébastien. Ils avaient mis le bracelet à l'intérieur de la guitare de Sébastien. Pas dans un sac, pas dans un tiroir, mais dans l'objet le plus sacré que Valentine possédait. Et c'était exactement ce qui n'avait aucun sens, car personne qui cache quelque chose de volé ne le garde dans le seul endroit qu'il sait protéger de sa vie. Quelqu'un avait mis ce bracelet-là. Quelqu'un qui savait exactement ce que cette guitare signifiait pour Valentine et qui avait choisi cette cachette exprès pour que l'accusation soit plus dévastatrice, plus personnelle, plus impossible à réfuter. Et tandis que Roland parvenait à cette conclusion, le petit Thomas lâcha la main de sa mère, fit un pas en avant et d'une voix tremblante mais ferme d'un enfant qui a vu trop d'injustice pour rester silencieux, dit quelque chose qui laissa tous les présents cloués sur place. « Ma maman ne mettrait jamais rien à l'intérieur de cette guitare. Cette guitare est celle de mon papa. C'est la chose la plus importante que nous ayons. Si quelqu'un a mis ça là, c'est quelqu'un qui veut faire du mal à ma maman. Et je sais que dans cette maison, il y a des gens qui ne nous veulent pas ici. » Les yeux de Thomas, sans désigner personne en particulier, parcoururent le hall avec une clarté qui fit frissonner même Madame Geneviève. Et Lucille, pour la première fois depuis qu'elle avait conçu son plan parfait, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. La peur. La peur d'un enfant qui venait de dire la vérité la plus dangereuse de toutes. Non parce qu'il avait des preuves, mais parce qu'il l'avait dite avec la conviction inébranlable de celui qui connaît le cœur de sa mère mieux que quiconque au monde. Les mots de Thomas restèrent suspendus dans l'air du hall, comme une sentence que personne n'osait toucher. Roland regarda l'enfant avec une admiration qui lui faisait mal à la poitrine, car ce petit venait de faire ce qu'aucun adulte dans ce manoir n'avait eu le courage de faire. Dire la vérité sans fioriture ni calcul. Mais Madame Geneviève n'était pas femme à se laisser déstabiliser par les paroles d'un enfant. « Quel émouvant !» dit-elle avec ce sourire glacé qu'elle utilisait lorsqu'elle se sentait menacée, mais ne l'admettrait jamais. Un enfant qui défend sa mère. C'est naturel, c'est compréhensible, mais les sentiments n'effacent pas les preuves. Le bracelet était dans vos affaires, Madame Leclerc. C'est un fait. Un fait que quelqu'un a fabriqué, répondit Roland, en faisant un pas en avant, s'interposant entre sa mère et Valentine, comme un bouclier humain. « Accuses-tu quelqu'un dans cette maison de placer de fausses preuves ?» demanda Madame Geneviève, en haussant un sourcil avec une incrédulité parfaitement jouée. « Qui exactement, Roland ? Moi ? Lucille ? Le personnel qui travaille ici depuis des années avec une loyauté irréprochable ? Je dis que Valentine n'a pas mis ce bracelet-là. Et comment peux-tu en être si sûr ? Tu la connais depuis combien de temps ? Quelques semaines. J'ai vécu dans cette maison pendant des décennies. J'ai pris soin de chaque objet, chaque souvenir,
chaque pièce de cette famille, et tu préfères croire une inconnue plutôt que ta propre mère. Les mots de Madame Geneviève étaient conçus pour frapper exactement là où ça faisait le plus mal, dans la loyauté familiale. Et Roland sentit ces mots atteindre leur cible, car malgré tout ce qu'il savait, malgré les révélations de Gaspard, c'était toujours sa mère, la femme qui l'avait élevé, qui l'avait accompagné dans les pires moments de sa vie, qui avait soutenu cette famille lorsque son père était mort. Ce fut cet instant d'hésitation que Valentine perçut avec la sensibilité de quelqu'un qui a appris à lire les silences pour survivre. « Monsieur Dubois !» dit Valentine d'une voix qui avait trouvé un calme inattendu au milieu du chaos. « Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec votre nommère pour moi. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ma conscience est tranquille. » Elle se pencha, prit l'étui de la guitare avec le bracelet toujours à l'intérieur et le posa doucement sur la table du hall. Puis elle sortit la guitare de Sébastien, la seule possession qui lui importait réellement au monde, et la serra contre sa poitrine comme on embrasse une personne vivante. « Vous pouvez garder le bracelet. Vous pouvez fouiller chaque recoin de ma vie si vous voulez. Vous ne trouverez rien car il n'y a rien à trouver. La seule chose que j'emporte de cette maison est ce que j'ai apporté avec moi, ma guitare et mon fils. »« Valentine, attendez, » dit Roland avec désespoir, mais elle marchait déjà vers la porte. « Maman, on ne reviendra plus ?» demanda Thomas à voix basse, lui tenant la main pendant qu'il marchait. Valentine ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, car si elle ouvrait la bouche à ce moment-là, elle se briserait complètement devant les mêmes personnes qui avaient orchestré son humiliation. Et cela, son orgueil, le seul patrimoine qui lui restait intact, n'était pas disposé à le permettre. Les jours qui suivirent furent les plus sombres que le manoir Dubois ait connu depuis la mort de Caroline. Isabelle cessa de fredonner, cessa de demander à quelqu'un de jouer avec elle, cessa de descendre au salon où elle avait autrefois dansé avec Thomas. Elle s'enferma dans sa chambre avec cette détermination silencieuse des enfants qui décident que le monde leur a déjà fait trop de mal, et que la seule façon de se protéger est de disparaître de l'intérieur. Le docteur Laurent rendit plusieurs visites au manoir, et chaque visite se terminait par le même diagnostic dévastateur. « Isabelle régresse, monsieur Dubois, et elle le fait plus vite qu'elle n'a progressé. Si nous ne retrouvons pas le stimulus qui a provoqué son ouverture émotionnelle, je risque qu'elle se referme de manière permanente. » Permanente ? Qu'est-ce que cela signifie exactement, docteur ? Le silence du docteur Laurent avant de répondre fut la réponse la plus terrifiante que Roland ait jamais reçue de sa vie. Cela signifie que nous pourrions la perdre, monsieur Dubois. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il y a un point dans le processus de fermeture émotionnelle infantile duquel on ne revient pas. Si Isabelle franchit ce seuil, aucune thérapie, aucun stimulant, aucune intervention ne pourra la ramener. Roland sortit du bureau du docteur Laurent en tremblant. Il devait retrouver Valentine. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, chaque heure qui passait était une heure de plus le rapprochant de la perte de sa fille pour toujours. Mais la ville était immense, et Valentine ne voulait pas être trouvée. Roland engagea des détectives, vérifia des registres, contacta des écoles communautaires où Thomas aurait pu s'inscrire, visita des foyers, interrogea dans les paroisses des quartiers où les gens allaient quand ils n'avaient nulle part où aller. Rien. Valentine Leclerc avait disparu avec l'efficacité de quelqu'un qui savait déjà ce que c'était que de tout perdre et de repartir de zéro. Pendant que Roland se consumait à chercher Valentine, quelque chose commença à changer à l'intérieur du manoir. L'atmosphère devint lourde, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'une injustice avait été commise sous leur toit et exigeait réparation. Le personnel de service murmurait dans les couloirs. Madame Cécile, la cuisinière, cessa de préparer les plats préférés de Madame Geneviève, sans donner d'explication. Les jardiniers évitaient de croiser Lucille comme si sa présence leur provoquait quelque chose qu'ils ne pouvaient exprimer avec des mots. Et ce fut précisément Madame Cécile qui, un jour, s'approcha de Roland, avec la prudence de quelqu'un qui sait que ce qu'il est sur le point de dire peut avoir d'énormes conséquences. « Monsieur Roland, pardonnez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, » dit la cuisinière d'une voix basse, s'assurant que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Mais ma conscience ne me laisse pas dormir. La nuit où le bracelet a disparu, j'étais dans la cuisine en train de préparer le pain du lendemain. De la cuisine, on voit le couloir qui mène à la chambre où Madame Leclerc gardait ses affaires. » Roland arrêta de respirer. « Cette nuit-là, bien avant que le scandale n'éclate, j'ai vu Mademoiselle Bernard entrer dans cette chambre. Elle y est restée plusieurs minutes et est ressortie les mains vides. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention, mais après ce qui s'est passé, monsieur, Valentine n'a pas mis ce bracelet-là. Je vous le dis avec la certitude d'une femme qui a vu l'honnêteté et le mensonge passer par cette cuisine pendant de nombreuses années. Cette jeune femme est innocente.
Le témoignage de Madame Cécile tomba sur Roland comme la dernière pièce d'un puzzle qu'il connaissait déjà, mais qu'il avait besoin que quelqu'un d'autre confirme. Lucille avait placé le bracelet. Sa mère l'avait autorisé, et entre les deux, elles avaient chassé de cette maison la seule personne qui avait réussi à rendre la vie à Isabelle. Roland se dirigea directement vers le bureau de sa mère. Il ne frappa pas à la porte, il l'ouvrit en grand et trouva Madame Geneviève assise à son bureau, révisant des documents comme si le monde ne s'effondrait pas autour d'elle. « Nous devons parler, mère, et cette fois tu vas me dire la vérité. »« Roland, je ne sais pas de quoi tu… » Lucille a placé le bracelet dans les affaires de Valentine. « J'ai un témoin et avant que tu n'essayes de le discréditer, tu dois savoir autre chose. Je sais pour Investissement Dubois. Je sais pour l'immeuble qui s'est effondré. Je sais ce que tu as fait à Valentine Leclerc des années avant qu'elle ne mette un pied dans cette maison. » Le visage de Madame Geneviève changea comme si quelqu'un avait arraché un masque qu'elle portait depuis des décennies. Il n'y eut pas de dénégation immédiate, pas d'indignation fabriquée. Il y eut quelque chose de beaucoup plus perturbant. Le silence. Un silence qui admettait tout sans prononcer un seul mot. Et il y a quelque chose que tu ne sais pas non plus, mère. Quelque chose qui me déchire l'âme de devoir te dire. Quoi? Valentine a été la personne qui a accompagné Caroline dans ces derniers jours. Pendant que tu organisais des funérailles et que moi je me noyais dans ma douleur, une femme inconnue s'asseyait près de ma femme et lui jouait de la guitare pour qu'elle n'ait pas peur de partir. Cette femme était Valentine, la même femme dont le mari est mort par la négligence de notre entreprise. La même femme que tu viens d'expulser de nos vies comme si elle était une ordure. Madame Geneviève porta la main à sa poitrine. Pour la première fois dans la vie de Roland, il vit quelque chose dans les yeux de sa mère qu'il n'avait jamais cru possible, le remords. Un remords si profond et si ancien qu'il semblait avoir été enterré sous des tonnes d'orgueil, attendant ce moment exact pour refaire surface et réclamer ce qui lui revenait. « Roland », murmura Madame Geneviève. Mais son fils avait déjà quitté le bureau car Roland Dubois n'avait plus le temps pour les explications ni les excuses. Sa fille s'éteignait. Valentine avait disparu, et chaque seconde qui passait était une seconde qu'il ne pouvait récupérer. Cette même nuit, alors qu'il révisait pour la dernière fois les rapports des enquêteurs sans rien trouver, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Dubois », dit une voix féminine qu'il ne reconnut pas. « Je m'appelle Renée Dumas. Je suis directrice du foyer communautaire Les Mains Ouvertes. Une femme est arrivée ici il y a quelques jours avec son jeune fils. Elle ne veut pas donner son vrai nom, mais l'enfant dit à tout le monde que son papa vit à l'intérieur d'une guitare. J'ai trouvé votre numéro sur une carte que l'enfant gardait dans sa poche. Je crois que vous êtes la personne que cet enfant veut retrouver. » Roland saisit les clés de sa voiture avant que la femme n'ait fini de parler. Roland conduisit dans les rues de la ville comme un homme possédé. Les lumières des feux de signalisation devenaient des taches floues à travers le pare-brise, tandis qu'il répétait dans son esprit les mots de Renée Dumas. Un enfant qui dit que son papa vit à l'intérieur d'une guitare. Seul un enfant au monde disait cette phrase. Un seul. Le foyer communautaire Les Mains Ouvertes se trouvait dans une zone de la ville que Roland n'avait jamais fréquentée. Les rues se faisaient plus étroites à mesure qu'il avançait, les bâtiments plus bas, les trottoirs plus fissurés. Quand il se gara enfin devant le foyer, il dut rester quelques secondes dans la voiture, essayant de contrôler le tremblement de ses mains avant de descendre. Le bâtiment était une construction modeste, avec des murs peints d'une couleur autrefois joyeuse, mais que le temps avait transformé en une teinte fatiguée. Une plaque près de la porte disait « Foyer communautaire Les Mains Ouvertes », parce que personne ne devrait affronter la nuit seul. Renée Dumas l'attendait à l'entrée. C'était une femme au regard ferme et aux mains burinées par des années de travail social. Le genre de personne qui avait vu tant de souffrances qu'elle ne s'étonnait plus de rien, mais qui ne s'était pas non plus endurcie au point de ne plus être émue. « Monsieur Dubois, avant que vous n'entriez, je dois vous expliquer quelque chose, » dit Renée d'une voix sereine, mais directe. Quand la femme et l'enfant sont arrivés ici, elle était dans un état émotionnel très fragile. Elle n'a pas voulu donner son vrai nom. Elle s'est enregistrée comme Marie. Mais les enfants ne savent pas mentir quand quelque chose leur fait mal. Thomas racontait à quiconque voulait l'écouter que sa maman jouait la plus belle guitare du monde et qu'il manquait une petite fille qui s'appelait Isa. Le nom de sa fille dans la bouche de cet enfant fit ressentir à Roland un coup direct au centre de la poitrine. « Je l'ai trouvée en pleurs une nuit dans la cour du foyer », continua Renée. Elle était assise par terre, serrant sa guitare, se balançant comme si la guitare était un bébé. Je ne lui ai rien demandé, je me suis simplement assise à côté d'elle. Après un long moment, elle m'a dit une seule phrase. On m'a enlevé la seule bonne chose qui me restait, et ce n'était même pas de ma faute.
Je n'ai pas compris à ce moment-là ce que cela signifiait. Mais maintenant que je vous vois ici, je crois que je commence à comprendre. Puis-je la voir? Demanda Roland d'une voix étranglée. Vous pouvez, mais je vous avertis. Cette femme a son orgueil blessé, et les blessures de l'orgueil sont celles qui mettent le plus de temps à guérir. Ce ne sera pas facile. René le guida à travers un couloir étroit jusqu'à une cour intérieure où plusieurs enfants jouaient sous la lumière de projecteurs qui bourdonnaient doucement. Et là, assise sur un banc en bois contre le mur le plus éloigné, avec la guitare de Sébastien posée à côté d'elle comme un compagnon silencieux, se trouvait Valentine Leclerc. Roland s'arrêta à plusieurs mètres de distance. Valentine avait le regard perdu quelque part sur le sol, les mains entrelacées sur ses genoux. Elle semblait plus mince que la dernière fois, avec des ombres sous les yeux qui parlaient de nuits sans sommeil et de jours sans manger suffisamment. Mais même ainsi, même dans ces conditions, il y avait quelque chose dans sa posture qui refusait de se briser. Une dignité qui semblait faite d'un matériau qu'aucune humiliation ne pouvait plier. Thomas fut le premier à le voir. L'enfant jouait avec d'autres enfants du foyer, quand ses yeux croisèrent ceux de Roland. Il resta immobile pendant une seconde, comme si son cerveau avait besoin de confirmer que l'image était réelle, et non pas un autre de ses rêves qu'il faisait toutes les nuits où il retournait au manoir et dansait avec Isabelle. Puis, sans dire un mot, il courut vers sa mère et lui tira la manche. « Maman !» murmura Thomas. « Maman, regarde !» Valentine leva les yeux et ses prunelles rencontrèrent celles de Roland Dubois, debout dans la cour d'un foyer communautaire, le costume froissé, les yeux rougis et une expression à moitié soulagement, à moitié honte. Le visage de Valentine se transforma en une fraction de seconde. D'abord ce fut la surprise, puis la confusion, et finalement quelque chose que Roland reconnut avec une clarté douloureuse, la méfiance. La méfiance de quelqu'un qui a déjà été trahi trop de fois pour croire que quelqu'un vient avec de bonnes intentions. « Que faites-vous ici ?» demanda Valentine en se levant avec la même posture droite qu'elle avait maintenue la nuit où elle avait quitté le manoir. « Je suis venu vous chercher. Alan. 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 Yukon. Pourquoi? Pour m'accuser de quelque chose d'autre? Maintenant, c'est un collier, une bague qui ont disparu? Voulez-vous vérifier ma guitare encore une fois pour voir si j'ai caché une couronne de diamants? » Chaque mot sortait de la bouche de Valentine, chargé d'une douleur qui avait fermenté pendant des jours d'incertitude, de nuits passées à dormir dans un foyer, de matins à expliquer à son fils pourquoi il ne pouvait plus retourner à la maison où il avait une amie. « Valentine, le bracelet a été placé. » Valentine resta silencieuse, mais son expression ne changea pas. « Lucille Bernard a mis le bracelet à l'intérieur de l'étui de votre guitare. J'ai un témoin qui l'a vu entrer dans votre chambre cette nuit-là. Tout était un piège orchestré pour vous faire partir de la maison. Et pourquoi devrais-je vous croire ?» répondit Valentine, avec un calme plus dévastateur que n'importe quel cri. « Votre mère m'a humilié devant toute la maison. Elle m'a traité comme une criminelle devant mon fils. Et vous, monsieur Dubois, vous êtes resté là, debout, à douter. J'ai vu comment les paroles de votre mère vous faisaient douter. J'ai vu ce moment dans vos yeux. Cet instant où vous avez envisagé la possibilité que je sois coupable. Et cet instant, ce seul instant de doute, a fait plus mal que tout le reste réuni. » Roland reçut ces mots comme des coups de poing qu'il savait mériter. Valentine avait raison. Il avait hésité pendant une fraction de seconde. Il avait permis à la voix de sa mère de peser plus lourd que ce que ses propres yeux avaient vu, plus lourd que ce que son propre cœur savait être vrai. « Vous avez raison, » dit Roland, sans chercher à se défendre. « J'ai douté et je me déteste pour cela, mais je suis là maintenant. Et je ne suis pas venu seulement pour vous dire que vous êtes innocente. Je suis venu parce que j'ai besoin de vous raconter quelque chose que j'ai découvert, quelque chose que vous méritez de savoir, même si cela me détruit de le dire. » Valentine le regarda les yeux plissés, comme quelqu'un qui évalue si cela vaut la peine d'ouvrir une porte qui pourrait cacher une autre trahison. « Quoi ?» Roland inspira profondément. Ce qu'il était sur le point de dire pourrait faire que Valentine le haïsse pour toujours. Cela pourrait détruire toute possibilité de son retour. Mais il avait appris trop tard, être que la vérité était la seule chose qui pouvait guérir les blessures que les mensonges avaient causées. Votre mari Sébastien, l'atelier où il travaillait, l'immeuble qui s'est effondré, cet immeuble appartenait à une entreprise de ma famille, Investissement Dubois. Ma mère administrait cette entreprise à cette époque. C'est elle qui a ordonné à l'équipe juridique de bloquer votre plainte après la mort de Sébastien. Le silence qui suivit ne fut pas un silence normal. Ce fut un silence qui avait un poids, une texture, une température, un silence que l'on pouvait toucher et qui brûlait. Valentine recula d'un pas comme si les mots de Roland étaient une force physique qui la poussait. Ses yeux se remplirent de larmes qui refusaient de tomber,
retenu par une volonté qui avait appris à ne pas se briser en public. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses mains commencèrent à trembler d'une manière qui fit que Thomas lui prit les doigts de ses 2 petites mains, sans comprendre ce qui se passait, mais sachant instinctivement que sa mère en avait besoin. « Vous êtes en train de me dire, » commença Valentine d'une voix à peine audible, « que Sébastien est mort à cause de votre famille, que j'ai tout perdu, ma carrière, ma maison, ma vie entière, parce que votre mère a décidé qu'il était moins cher de me laisser dans la ruine que d'assumer la responsabilité, et qu'après tout cela, j'ai fini par nettoyer les sols de la maison, des mêmes personnes qui ont détruit mon monde. No, inafanda lia, nomalia, nafanda, naolia. Oui, vous le saviez quand vous m'avez embauché, n'est-ce pas? Je l'ai découvert après. Ma mère est celle qui vous a embauché, et je comprends maintenant qu'elle l'a fait précisément parce qu'elle ne voulait pas que quiconque de l'extérieur se souvienne de l'affaire. En vous ayant près d'elle, elle contrôlait la situation. Valentine ferma les yeux. Les larmes trouvèrent finalement leur chemin sur ses joues, silencieuses, constantes, comme une rivière qui rompt un barrage qui retenait trop depuis des années. « Y a-t-il autre chose ?» dit Roland, et sa propre voix se brisa en prononçant les mots suivants. « Mon épouse Caroline, avant de décéder, a passé ses dernières semaines à la clinique L'Espoir de la Vallée. Une bénévole la visitait tous les jours et lui jouait de la guitare pour soulager sa douleur. Cette bénévole, c'était vous, Valentine. Vous avez accompagné ma femme dans ces derniers jours, et aucune des 2 n'a jamais su qui était l'autre. » Valentine ouvrit brusquement les yeux. Son expression passa de la douleur à l'incrédulité, de l'incrédulité à quelque chose qui n'avait pas de nom dans aucune langue, une émotion si complexe et si profonde qu'elle semblait contenir des siècles d'histoire humaine en un seul instant. « Caroline, » murmura Valentine, la femme de la chambre du fond, celle qui me demandait de jouer cette berceuse tous les après-midi parce qu'elle disait que cela lui rappelait sa fille. Roland ne put répondre. Les larmes gagnèrent la bataille, et il s'effondra sur le banc, où Valentine s'était assise quelques instants auparavant, couvrant son visage de ses mains, tandis que son corps était secoué de sanglots qui venaient d'un endroit si profond qu'il semblait lui arracher des morceaux d'âme. « Je lui chantais pour Isabelle, » continua Valentine. Et maintenant, elle aussi pleurait sans retenue. Caroline me parlait de sa fille tous les jours. Elle me disait que c'était l'enfant la plus douce du monde, qu'elle avait un rire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle m'a demandé, si un jour la vie me mettait face à un enfant triste, de lui jouer cette chanson, parce que cette chanson avait le pouvoir de guérir toute douleur. « La chanson que vous avez jouée à Isabelle cette nuit-là dans le salon ?» murmura Roland en levant les yeux. « C'était la chanson de Caroline, la chanson que ma femme m'a enseignée pour sa fille, sans savoir qu'un jour je finirais par la lui jouer. » Thomas regardait sa mère et Roland sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sachant avec cette intuition sacrée de l'enfance que quelque chose de très grand se brisait et se reconstruisait en même temps dans cette cour de foyer. « Monsieur Dubois, » dit Valentine en essuyant ses larmes du revers de la main, « je ne savais pas qui vous étiez quand j'ai accepté le travail. Je n'ai jamais fait le lien avec le nom de famille. Quand j'ai vu Isabelle assise seule sur ses escaliers, la seule chose que j'ai vue, c'est une enfant triste. Je n'ai pas vu la fille de l'homme dont la famille a détruit la mienne. J'ai vu une enfant qui avait besoin exactement de la même chose que mon fils. Quelqu'un pour lui rappeler que la vie pouvait encore être belle. Yevshol, pardia fordia, Yevsholipus promia, and yes. Et maintenant que vous savez tout, demanda Roland avec une peur véritable dans la voix. Maintenant que vous savez qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que ma mère vous a fait, pouvez-vous nous pardonner? Valentine regarda son fils, qui tenait toujours ses doigts de ses petites mains qui ne comprenaient ni les noms de famille, ni les entreprises, ni les poursuites judiciaires. Puis elle regarda la guitare de Sébastien appuyée contre le mur, attendant en silence comme elle le faisait toujours. « Sébastien m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié, » dit Valentine d'une voix ferme malgré les larmes. « Il m'a dit que la musique existe pour transformer la douleur en quelque chose de beau, que si l'on reste piégé dans le ressentiment, la guitare cesse de sonner. Et je ne peux pas permettre à cette guitare de cesser de sonner, monsieur Dubois, car le jour où elle cessera de sonner, j'aurai perdu Sébastien pour toujours. » Roland comprit à ce moment-là que Valentine ne disait pas qu'elle pardonnait. Elle disait quelque chose de beaucoup plus profond, qu'elle choisissait la musique plutôt que la haine, la vie plutôt que la vengeance, l'avenir plutôt que le passé, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était la seule façon d'honorer l'homme qui avait mis son âme dans une guitare. « Valentine, j'ai besoin de vous demander quelque chose, » dit Roland en se levant. « Et j'ai besoin que vous sachiez que je ne vous le demande pas pour moi, je vous le demande pour Isabelle. » Ma fille s'éteint à nouveau.
Le docteur dit que si elle ne retrouve pas le lien qu'elle avait avec Thomas, nous pourrions la perdre émotionnellement de façon permanente. Isabelle a besoin de Thomas, et elle a besoin de votre musique, la musique que Caroline lui a laissée sans le savoir. Valentine regarda Thomas. L'enfant qui avait entendu le nom d'Isabelle leva les yeux avec ses prunelles, qui s'illuminèrent, comme deux étoiles, s'allumant au milieu de la nuit la plus sombre. « Maman », dit Thomas, de cette voix qui pouvait désarmer des armées. « Isa a besoin de moi. » Et avec ces trois mots, un enfant décida du destin de deux familles que la vie avait frappées, séparées, détruites, et qui maintenant, dans la cour d'un foyer communautaire, avaient la chance de se reconstruire ensemble avec le seul matériau qui ne s'épuise jamais, amour qui survit à tout. Le chemin du retour au manoir fut le plus silencieux que Roland ait vécu. Valentine était assise sur le siège arrière avec Thomas endormi sur ses genoux, épuisé par les émotions d'une nuit qui avait été trop intense pour son petit corps. La guitare de Sébastien occupait le siège du passager comme si c'était un passager de plus, comme si elle avait son propre droit d'être là. Valentine n'avait pas dit qu'elle pardonnait. Elle n'avait pas dit qu'elle revenait pour toujours. Elle avait dit seulement « Je viens pour Isabelle ». Et Roland comprit que pour l'instant, c'était suffisant. C'était plus qu'il ne méritait. Quand la voiture s'arrêta devant le manoir, il était presque 2 heures du matin. Les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées, ce qui était inhabituel à cette heure. Roland descendit le premier et ouvrit la porte principale, s'attendant à trouver la maison endormie, mais la maison n'était pas endormie. Dans le hall, assise sur une chaise, le dos droit et les mains croisées sur les genoux, se trouvait Madame Geneviève Dubois. À côté d'elle, debout contre le mur, l'air nerveux, se tenait Lucille Bernard, et devant elles deux, une tablette à la main, et l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde, se trouvait Gaspard Moreau. « Monsieur », dit Gaspard, en voyant entrer Roland. « Votre mère a demandé à vous parler ce soir. Elle a insisté pour vous attendre. » Roland regarda sa mère avec prudence, mais quelque chose avait changé chez Madame Geneviève. Ce n'était pas la femme de glace qui donnait des ordres et attendait une obéissance aveugle. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que Roland n'avait pas vu depuis qu'il était un tout petit enfant, et que sa mère savait encore pleurer. La vulnérabilité. Alors, Madame Geneviève vit Valentine entrer derrière Roland, Thomas s'endormit dans ses bras et la guitare en bandoulière. Les deux femmes se regardèrent pendant un instant, qui contenait des années de douleur comprimées en un seul échange de regards. Valentine ne baissa pas les yeux. Madame Geneviève non plus. Mais ce fut Madame Geneviève qui parla la première, et ce qu'elle dit fit que même Gaspard retint sa respiration. « Madame Leclerc, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ce « s'il vous plaît » sortit de la bouche de Madame Geneviève, comme si elle avait dû arracher chaque lettre d'un endroit profond et rouillé de son être, un endroit où les mots aimables avaient été stockés pendant des décennies sans usage. Valentine s'assit avec Thomas toujours endormi contre sa poitrine. Roland resta debout à côté d'elle, ne sachant à quoi s'attendre. « Après que mon fils soit parti ce soir, » commença Madame Geneviève d'une voix basse. « Je suis resté seul dans mon bureau, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Le silence dans le hall était absolu. Même Lucille n'osait pas respirer fort. Quand mon mari est décédé et m'a laissé en charge de ses affaires, j'étais une femme qui ne connaissait rien au monde des affaires. J'ai appris vite parce que je n'avais pas d'autre choix, mais ce que j'ai appris, c'est à protéger ce qui est à nous à tout prix. Chaque décision que j'ai prise a été pour maintenir cette famille à flot, pour que Roland ait un avenir, pour que le nom Dubois continue de signifier quelque chose. Et dans ce processus, je suis devenu quelqu'un qui a cessé de voir des personnes et a commencé à ne voir que des menaces. Madame Geneviève fit une pause. Ses yeux étaient humides, quelque chose que Roland n'avait pas vu même aux funérailles de son père. Quand l'immeuble d'investissement Dubois s'est effondré et que votre mari est décédé, Madame Leclerc, un rapport portant votre nom est arrivé à mon bureau. Vous étiez une ligne dans un document juridique, un problème à résoudre, un risque à neutraliser. Je ne me suis jamais arrêté pour penser que derrière ce nom, il y avait une femme avec un fils, avec des rêves brisés, avec une guitare qui était la seule chose qui lui restait de la personne qu'elle aimait. Je vous ai effacé de mes papiers, et j'ai continué comme si de rien n'était. Valentine écoutait sans bouger, les larmes coulant silencieusement sur les cheveux de Thomas. Et quand je vous ai embauché pour travailler ici, je l'ai fait parce que votre nom est apparu sur une liste de candidats et quelque chose en moi, quelque chose que je n'ai pas voulu examiner, m'a dit qu'en vous ayant prêt, je pouvais m'assurer que le passé reste enterré. Ce fut un acte de lâcheté déguisé en contrôle. Madame Geneviève se leva lentement avec une difficulté qui n'était pas physique, mais émotionnelle.
comme si le poids de ses propres mots lui pliait le dos. « Je ne vais pas vous demander pardon car je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent être pardonnées avec des mots, mais je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Elle se tourna vers Lucille, qui était devenue pâle comme le marbre du hall. « Lucille, c'est toi qui as placé le bracelet dans les affaires de Madame Leclerc. Madame Cécile t'a vu entrer dans la chambre cette nuit-là, et c'est toi qui as intercepté une lettre du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris adressée à Valentine. Une lettre qu'elle n'a jamais reçue, parce que tu as décidé qu'elle ne la méritait pas. Ivolena, Maisimosta, Maisikata. » Lucille ouvrit la bouche pour se défendre, mais Madame Geneviève leva la main avec cette autorité qui cette fois n'était pas destinée à opprimer, mais à corriger. « Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que tu remettes la lettre tout de suite, et que demain, à la première heure, tu récupères tes affaires. Ton temps dans cette maison est terminé. » Lucille regarda Roland, cherchant une sorte de sauvetage, une intervention qui la sauverait, mais les yeux de Roland étaient fixés sur sa mère, et ce qu'il reflétait n'était ni le triomphe ni la satisfaction. C'était quelque chose qui ressemblait à l'étonnement d'un fils qui découvre que sa mère peut encore le surprendre. Les mains tremblantes, Lucille sortit de sa veste une enveloppe froissée et la posa sur la table du hall. Puis, sans dire un mot, elle se dirigea vers la porte et disparut dans la nuit. Personne ne la retint, personne ne la congédia. Son départ fut aussi silencieux que toutes ses manipulations, sauf que cette fois le silence ne cachait pas de poison, mais la défaite. Madame Geneviève prit l'enveloppe et la tendit à Valentine. « Ceci vous appartient. » Valentine prit la lettre de ses doigts tremblants, l'ouvrit lentement, lut son contenu, et ce qui se dessina sur son visage fut quelque chose que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. L'espoir. Un espoir pur, inattendu, aussi fragile et puissant que la première note d'une guitare silencieuse depuis des années. « C'est une bourse, » murmura Valentine. « Le conservatoire veut que je revienne. Ils veulent que je termine ce que j'ai commencé. »« Et vous le ferez, » dit Madame Geneviève, avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Investissement Dubois financera chaque dépense que cette bourse ne couvrira pas. Hébergement pour vous et votre fils. Matériel, transport, tout. Non pas comme une charité, mais comme la dette que cette famille vous doit et qui n'a que trop tardé à être payée. » Roland regarda sa mère, et pour la première fois depuis des années, il sentit que la femme qui l'avait élevé, la femme qui existait avant que le monde des affaires ne l'endurcisse, était de retour. Pas complète, pas parfaite, mais présente. Et c'était un début. Valentine serrait la lettre contre sa poitrine, comme un trésor récupéré du fond de l'océan. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit fit que tout le monde dans le hall tourna la tête vers les escaliers. De petits pas, pieds nus, descendant marche après marche, avec cette prudence des enfants, qui se lèvent au milieu de la nuit en suivant un instinct qu'ils ne peuvent expliquer. Isabelle apparut au bas des escaliers, les cheveux ébouriffés et les yeux mi-clos par le sommeil. Mais ses yeux s'ouvrirent complètement en voyant ce qu'il y avait dans le hall, ou plus précisément, qui il y avait dans le hall. « Thomas », murmura Isabelle. L'enfant, réveillé par le mouvement, leva la tête du giron de sa mère et regarda vers les escaliers. « Isa !» Thomas descendit des bras de Valentine et courut vers Isabelle. La petite fille descendit les dernières marches et courut vers lui avec une vitesse qui démentait la léthargie émotionnelle qu'il avait consumée pendant des jours. Ils se rencontrèrent au centre du hall et s'embrassèrent avec cette force disproportionnée qu'ont les étreintes des enfants lorsqu'ils retrouvent quelqu'un qu'ils croyaient perdu. « Tu es parti », dit Isabelle d'une voix brisée. Et cette phrase de 2 mots contenait tout l'abandon que cet enfant avait accumulé d'abord avec la perte de sa mère et ensuite avec la disparition de son unique ami. « Mais je suis revenu », répondit Thomas avec cette simplicité monumentale qui était son don. « Et j'ai apporté la guitare de mon papa pour que ta maman au ciel nous entende danser encore. » La chanson que Caroline lui avait enseignée remplit chaque recoin du manoir Dubois comme une vague qui emporte tout ce qui est vieux et brisé et ne laisse que ce qui vaut la peine d'être conservé. Isabelle et Thomas dansèrent main dans la main au centre du hall, exactement comme ils l'avaient fait cette première nuit, mais cette fois avec des témoins qui pleuraient et riaient en même temps. Roland s'agenouilla près de sa fille et elle le tira pour qu'il danse avec eux. Madame Geneviève, debout, soutenue par la main d'un enfant qui lui apprenait quelque chose qu'aucune affaire ni aucune fortune n'avait pu lui apprendre, se balançait doucement au rythme d'une mélodie qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Quelques semaines plus tard, Valentine retourna au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Son retour fit la une des cercles musicaux du pays et son ancienne professeure, en la voyant jouer la guitare de Sébastien lors du premier cours, dit quelque chose qui deviendrait une légende.
La technique s'apprend, mais ce que Valentine a en elle ne s'apprend pas. Ça se souffre, ça se vit et ça se transforme en musique. Thomas s'inscrivit à la même école qu'Isabelle. Les deux devinrent inséparables. Un couple d'enfants qui avait appris avant la plupart des adultes que les blessures partagées guérissent plus vite que les blessures cachées. Madame Geneviève créa plus tard une fondation au nom de Sébastien Leclerc, dédiée à garantir des conditions de sécurité au travail pour les artisans et les travailleurs indépendants. Elle ne l'annonça pas dans la presse, ne chercha pas la reconnaissance. Elle le fit en silence. De la même manière qu'elle avait causé le mal, mais cette fois en laissant derrière chaque action une trace de réparation au lieu de destruction. Et Roland, un après-midi quelconque, rentra chez lui après le travail et trouva la même scène qui avait changé sa vie pour toujours. Valentine jouant de la guitare dans le salon tandis qu'Isabelle et Thomas dansaient pieds nus sur le tapis, mais cette fois, il ne resta pas paralysé à la porte. Cette fois, il entra, s'assit à côté de Valentine et écouta la chanson que sa femme avait offerte au monde, sans savoir que cette mélodie finirait par unir les deux familles qui avaient le plus besoin de se rencontrer. Cette nuit-là, avant de dormir, Isabelle demanda à son père « Papa, crois-tu que maman et le papa de Thomas se connaissent au ciel ?» Roland sourit, les yeux humides. « Je suis sûr que oui, mon amour, et je suis sûr qu'ils dansent. » Isabelle ferma les yeux avec un sourire qui illuminait plus que toutes les lumières de ce manoir réuni. Et quelque part dans l'univers, une berceuse continuait de résonner, jouée par une guitare qui contenait l'âme d'un homme qui avait tenu sa promesse. Tant que ses cordes vibreraient, il ne partirait jamais tout à fait. Il y a des instruments fabriqués avec du bois et des cordes, mais il y en a d'autres, les plus précieux, qui sont fabriqués avec l'amour, la perte, avec la décision inébranlable de transformer la douleur en la plus belle mélodie que le monde ait jamais entendue. Et cette guitare, la dernière guitare de Sébastien Leclerc, n'a jamais cessé de sonner.